Bonjour à tous, bonjour au public du Collège des Bernardins ici présent, bonjour aux téléspectateurs de KTO, bonjour aux auditeurs de Radio Notre-Dame, bienvenue en ce nouveau mardi des Bernardins. La République est-elle de plus en plus corrompue? Notre actualité est régulièrement ponctuée d'affaires mettant en cause les politiques à tout niveau. On découvre alors, avec une consternation très bien soulignée par les médias, que la corruption est encore présente dans notre pays. On s'indigne, des sanctions exemplaires sont prises et puis ça recommence, ça ressurgit. Et alors que ce 9 décembre est la journée mondiale de lutte contre la corruption, ces derniers jours encore, nous connaissons des soubresauts mettant en cause des politiques. Alors notre République est-elle corrompue? De plus en plus. La corruption est-elle inhérente au pouvoir? Si l'on regarde ailleurs qu'en France, on voit bien qu'elle peut paralyser des pays entiers. Nous allons donc, si je puis dire, nous attaquer à la corruption ce soir avec mes invités. D'abord avec Antoine Peillon, bonsoir. Vous êtes grand reporter au quotidien La Croix, vous êtes un journaliste d'investigation ayant notamment enquêté sur les affaires politico-financières. Outre votre ouvrage « Ces 600 milliards qui manquent à la France », paru en 2012, vous avez également publié un autre livre, celui-ci intitulé « Corruption », en octobre dernier, aux éditions du Seuil. Adrien Roux, bonjour. Bonsoir. Vous êtes, vous, doctorant en droit pénal, auteur de La part d'ombre de la mondialisation, paradis fiscaux, blanchiment et crime organisé, l'urgence de l'espace judiciaire européen. Ça a été publié en 2010 aux presses universitaires d'Aix-Marseille. Et vous êtes, depuis 2012, membre de l'équipe d'experts pour la France dans le cadre du rapport anticorruption de l'Union européenne. Je précise aussi que vous êtes le coordinateur du pôle juridique de l'association Anticor dans les Mouches-du-Rhône. Donc plus exactement à Marseille. Et puis Antoine Garapon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes magistrat, docteur en droit, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice. Vous êtes un ancien juge des enfants aussi. Auteur de plus de 30 ouvrages, alors on ne va pas tous les montrer, on ne les a pas, consacrés au droit et à la justice. Vous dirigez la collection Bien commun aux éditions Michelon et vous êtes membre du comité éditorial de la revue de philosophie Esprit. On va commencer avec vous, Antoine Garapon. On va commencer simplement par essayer de définir cette corruption. Alors, avec vous trois, bien sûr, mais c'est vous qui commencez. De quoi parle-t-on quand on parle de corruption, Antoine Garapon? On peut la définir techniquement, le favoritisme, le trafic d'influence et un certain nombre, toute une constellation d'infractions juridiques. Moi, je dirais, pour bien comprendre et pour bien mesurer les ravages que provoque la corruption, il faut comprendre que c'est une notion double. C'est une notion qui, à la fois, désigne une intention, un mal moral, l'homme corrompu, mais c'est aussi une notion qui désigne un processus, c'est-à-dire le processus de décomposition. Les Grecs disaient, il faut mettre en regard la génésis et phtora, cette force de vie qui constitue la nature et les êtres et les sociétés et les cités politiques, et en même temps les forces antagonistes qui les décomposent. Le temps, bien sûr, étant le premier responsable, mais aussi cette décomposition, encore une fois, des corps et des corps sociaux. Et il ne faut pas oublier que le mal de la corruption est un mal politique, c'est un mal qui ne résulte pas uniquement de la mauvaise intention de quelques politiciens véreux, c'est quelque chose qui concerne toute la cité, parce que précisément nous sommes tous responsables qu'elle continue à vivre. Alors, je vais vous demander, Antoine Peillon, à vous, où commence la corruption, mais peut-être en essayant de la définir. Il faut un corrupteur, un corrompu, une mission qui n'est plus celle qu'elle devait être. Est-ce qu'on peut avoir un peu des éléments posés comme ça pour bien comprendre de quoi on parle? Pour être simple, il faut, pour que la corruption soit caractérisée du point de vue judiciaire, qu'il y ait une manifestation matérielle de ce qu'on appelle un pacte de corruption. Ça, c'est la base, c'est le socle qui est un socle qui est hors de portée de toute enquête judiciaire, parce que le pacte de corruption qui fait qu'un corrupteur va acheter un grand groupe industriel, va acheter une décision publique d'un grand élu ou d'un élu en échange d'avantages financiers ou d'appartements, peu importe, il faut que ce pacte de corruption soit matérialisé, par exemple par un écrit. Ça n'est jamais le cas. Tout se passe évidemment oralement, et donc même quand les personnes sont arrêtées, entendues,
il est extrêmement rare qu'il y ait l'aveu de ce pacte de corruption. Il y a aussi, et depuis quelques années, l'abus de biens publics ou l'abus de biens sociaux qui peut être visé par les enquêteurs dans une qualification ensuite de corruption. Pas forcément de corrupteur là, dans ces cas-là. En tout cas, la personne qui abuse n'est pas forcément corrompue par quelqu'un d'autre. Si. Dans une opération de corruption, un des moyens judiciaires va être de relever des abus de biens publics ou des abus de biens sociaux qui sont en quelque sorte les véhicules de ces corruptions. Mais ça, c'est le domaine judiciaire. Et pour faire simple, j'entends en permanence des policiers et des magistrats témoigner du fait que leur travail est très fragile, leur travail est très difficile, parce que caractériser la corruption d'un point de vue judiciaire est quasiment impossible. Et ce qui fait d'ailleurs qu'il y a en réalité très peu d'affaires qui sont jugées au tribunal par rapport à la masse réelle d'actes de corruption. Alors, juste quand même pour qu'on se comprenne bien, on parle bien d'une mission qui doit être assumée et qui va être détournée de ce qu'elle doit être pour un intérêt particulier, cet intérêt étant acheté par un corrupteur. Un exemple très simple, parce qu'il a en plus été celui-ci jugé et qu'il est historique dans le sens où c'est le seul grand élu qui ait un jour fait de la prison pour ça, c'est l'affaire Carignan. Oui, donc ça, sur laquelle vous avez enquêté vous-même. Eh bien, pour faire très simple, voilà quelqu'un qui, en tant que grand élu, a favorisé des grands groupes industriels, par exemple d'assainissement de l'eau, sur l'assainissement de l'eau de sa ville ou de son agglomération. Et en réalité, ces grands groupes ont bénéficié ensuite, puisqu'ils en étaient les opérateurs, de tarifs qu'ils faisaient eux-mêmes et de tarifs qui font que c'est le contribuable qui a payé un coût bien au-delà de ce que représentait le prix réel du service rendu. On est un peu dans l'archétype de la corruption. Donc l'élu qui a fait ça n'a pas été au service de ses électeurs et de la population qui l'administrait. Il a été au service de grands groupes industriels qui se sont fait un beurre formidable sur le dos de l'eau servie aux contribuables et aux citoyens de l'agglomération grenobloise. Adrien Roux, est-ce que dans notre pays, notre République, vue de votre observatoire à vous, elle est corrompue? Alors, peut-être en préalable, avant de répondre à cette question, un léger préalable pour compléter ce qui a été dit sur cette question de la corruption, qui effectivement est essentielle pour s'entendre sur est-ce que la République est corrompue ou non. Moi, j'ai coutume de recourir à 3 niveaux pour définir la corruption. On a un premier niveau, et ce qui fait d'ailleurs les malentendus, c'est que vous avez un premier niveau qui est judiciaire. Vous avez effectivement ce pacte de corruption, vous avez la relation binaire, en quelque sorte, entre un agent public qui va dévoyer sa fonction en acceptant de prendre un acte de sa fonction en contrepartie d'un avantage quelconque. Voilà, ça c'est la définition, en quelque sorte, stricte du Code pénal. Mais on voit bien que ça ne suffit pas et que ça ne recouvre pas toutes les situations de corruption. Alors on a besoin de remonter à un deuxième niveau, qui lui encore est judiciaire, mais en quelque sorte, ça serait la définition judiciaire élargie, où on a tous les manquements en devoir de probité. Alors ça va recourir toute une catégorie, toute une famille d'infractions qui vont être aussi bien la prise illégale d'intérêt, aussi bien le favoritisme sur les marchés publics que la corruption. Et ensuite, on arrive à un troisième étage qui est beaucoup plus flou dans ses contours juridiques, qui est aussi très intéressant et qui permet de s'entendre sur ce phénomène de corruption et qui est, si on prend cette définition-là, tout abus de pouvoir à des fins privées. C'est une définition intéressante parce que ça suppose justement qu'on établisse une séparation entre deux domaines, le domaine public et le domaine privé, et c'est en quelque sorte la transgression, le mélange des genres entre le public et le privé qui fait la corruption. Alors merci de ce préalable, parce qu'effectivement c'est clair. Juste une parenthèse. Oui, Antoine on peut un quatrième niveau qui est entre acteurs du privé. Voilà, on va en parler. On va aller sur le terrain privé aussi. Je voudrais juste quand même que vous répondiez à cette question, Adrien Roux. Vous êtes bien placé, vous êtes en plus en train d'étudier la question, doctorant, je le rappelle, sur ces questions-là. On est dans une république qu'on peut dire corrompue ou pas? Alors si on s'entend sur ce troisième niveau, donc la définition la plus générale, c'est vrai qu'on a un problème fondamental qui va se poser aux chercheurs, c'est qu'on n'a absolument aucun moyen de déterminer l'étendue réelle de la corruption. Donc on va se baser... Donc, au doigt mouillé ?
On va se baser sur ce qui existe, c'est-à-dire les témoignages des acteurs judiciaires, policiers, journalistes et autres, qui est absolument essentiel pour qu'on ait des données concrètes sur ces sujets-là. On va se baser sur des études d'organisations internationales, par exemple, qui sont de plus en plus fréquentes. On va se baser sur toute une série de sources. Et là, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une véritable déferlante sur la question de la corruption. Dans notre hexagone. À défaut de répondre et de dire, effectivement, on est une république de plus en plus corrompue ou corrompue tout court, on peut dire en tout cas que le niveau de la question de la corruption atteint en tout cas des sommets qui sont difficilement... Alors, on va continuer sur cette question de la définition. J'ai le sentiment qu'il y a une certaine bienveillance en France, finalement, vis-à-vis de nos politiques. On est capable de les réélire alors qu'ils ont été convaincus, quelquefois, de corruption. Mais derrière cette question, qui est un peu bateau, ce qui n'est pas une question d'ailleurs, se pose la question des victimes. Qui sont les victimes de la corruption, en fait? Est-ce que le citoyen de base est victime? Est-ce que... Antoine Garapon, sur cette question des victimes de la corruption. Je dirais que... Ceux qui trinquent. Tout d'abord, on y reviendra. Je pense qu'en France, on a un véritable problème d'impunité. La corruption, et notamment la corruption politique, n'est pas poursuivie, elle n'est pas sanctionnée. Et alors ça, c'est un gros problème, mais on y reviendra. Quelles sont les victimes de la corruption? Eh bien, il y a 2 catégories de victimes. Il y a les victimes réelles, c'est-à-dire celles qui ont dû payer l'eau dans cette agglomération grenobloise, celles qui sont directement affectées par une baisse de la santé ou des services publics. Mais la principale victime de la corruption, c'est la loi elle-même, et c'est la confiance dans la loi. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que ces institutions ne fonctionnent que si on leur fait crédit la corruption est un crime de référence aujourd'hui. Il y a effectivement cette déferlante où on en parle de plus en plus. On en parle de plus en plus parce que c'est un crime contre la référence. C'est un crime contre la loi. Nous vivons tous grâce à un pacte social et politique. Et républicain, c'est ce pacte lui-même qui est ébranlé. Je voudrais qu'on fasse un petit tour aussi, qu'on élargisse un petit peu. Vous avez commencé à en parler, Antoine Peillon. Il n'y a pas que le milieu politique qui est touché, il n'y a pas que le milieu public. On ne peut pas ne pas citer ces soupçons qui planent sur la Fédération internationale de football, sur le CIO, le Comité international olympique. La corruption, elle est aussi dans d'autres milieux entrepreneuriaux, dans des milieux qui d'ailleurs apparaissent comme les plus vertueux, si on parle du CIO. Les témoignages que j'ai en permanence montrent que la corruption est devenue un outil banal des affaires. Le marché publicitaire dans la presse, le marché du BTP pour des infrastructures publiques. C'est très classique, mais ça continue. Le marché de l'armement. Armement de maintien de l'ordre dans les pays en développement. Armement parfois extrêmement sensible. Le marché du chauffage urbain à vertu écologique. Quand je dis ces choses-là, je cite des cas dont je suis certain. Je ne sais pas des paroles en l'air. J'ai ce témoignage qu'au-delà du football, mais tout le monde a compris ce qu'il en était du sport professionnel, il y a malheureusement maintenant une banalité parce que, c'est ce que disait Antoine Garapon, à partir du moment où le pacte de notre société, qui est fondé principalement sur la loi, est écorné, est dévalorisé, que même il y a une valorisation culturelle, une héroïsation de la transgression. Ce qu'on voit beaucoup dans notre cinéma, ce que l'on voit de certaines de nos personnalités politiques, qui affichent de façon ostentatoire le fait que les règles les plus communes sont les règles qu'ils transgressent avec plaisir et avec bonheur. Écoutez, je vais avoir le toupet de vous dire que ce que Nicolas Sarkozy a montré pendant 5 ans a été un seuil franchi dans ce qu'est le modèle banal de la moralité publique. Alors, on n'est pas dans la corruption, pour en parler. On est dans il y a une douzaine d'affaires judiciaires qui sont en cours sur sa personne ou son entourage le plus proche, même si elles n'ont pas encore abouti au tribunal, ou même si parfois elles sont défaites en cours d'information judiciaire. Ça a été le cas sur l'affaire Bettencourt. Personne n'est dupe. Tout le monde sait que cet homme-là, politique, son camp, son clan, est lourdement entaché par la corruption. Et malheureusement, il y a
une sorte de quasi-modèle, parfois, qui s'exprime. Alors là, c'est un camp. Dans le camp d'en face, il suffit de parler de M. Guérini à Marseille ou de ce qui se passe dans le Nord-Pas-de-Calais. Tout le monde est servi. Mais ce que ça montre, c'est que ce qui est atteint, c'est la loi. Et qu'à partir du moment où la loi est atteinte chez ceux qui sont vraiment tout en haut, eh bien, en bas, on s'empresse, par mimétisme parfois, ou par autorisation, de faire la même chose. Et moi, je vous le dis, c'est aujourd'hui les criminologues, les sociologues, sont très alertés par ce qu'ils appellent la corruption grise ou de basse intensité. Ce sont des termes que j'ai entendus. Parce que acheter le petit gamin en banlieue qui va faire la veille ou le paix par rapport à des dealers de drogue pour avertir que la police arrive, qu'est-ce qui est acheté chez cet enfant ou chez cet adolescent? Sa liberté, le fait qu'il est dans la loi, le fait qu'il respecte la loi, et c'est déjà de la corruption, qui est enchaînée ensuite, et ce n'est pas difficile de le comprendre, avec les pires trafics, et donc avec les pires corruptions. Adrien Roux, je voulais réagir, donc je vais vous laisser le préalable que vous allez donner, mais je voudrais aussi que vous nous donniez peut-être ce recul international, mondialisé peut-être sur la corruption, pour se rendre compte que notre sujet, qui est hexagonal ce soir, a quand même une profondeur aujourd'hui internationale qui est absolument importante. Mais d'abord peut-être votre réaction. On peut commencer par là. Oui. C'est vrai que si on regarde le contexte international, on assiste, alors j'avais parlé tout à l'heure de déferlante, mais on pourrait y revenir dans le contexte européen, on pourrait regarder dans un certain nombre de pays, on voit qu'il y a une succession de scandales à un rythme absolument incroyable, absolument possible à suivre, ne serait-ce que dans nos voisins, si on regarde ce qui s'est passé récemment en Espagne, ce qui se passe actuellement à Rome, ce qui se passe en Italie de manière générale, ce qui se passe aussi au Portugal, où... c'est plutôt l'Europe du Sud quand même, en général, non ? C'est l'Europe du Sud, mais... C'est vos exemples, en tout cas. Mais l'Angleterre n'a pas été exempte aussi de scandales. Grande-Bretagne, Ce qui se passe aussi en Russie, ce qu'il y a eu justement en Ukraine, encore, qui a produit tous les bouleversements géopolitiques que l'on sait. Bref, on a à l'échelle du monde, on pourrait parler encore du Brésil, de la Chine, de l'Inde, d'un grand nombre de pays africains. Bref, on a une succession de scandales qui touchent le monde entier, qui est assez impressionnante. Et qui paralyse certains pays complètement. On n'en est pas là quand même en France. Qui produit, c'est vrai, dans un certain nombre de pays, vous avez des chercheurs qui ont établi effectivement ce concept de state capture, de capture de l'État. C'est-à-dire que la corruption, quand elle se généralise et qu'elle touche tous les niveaux de pouvoir, atteint parfois une telle ampleur que, en fait, il y a un système parallèle. Ça crée en quelque sorte un dérivatif, c'est-à-dire que vous avez le système légal avec des façades institutionnelles et vous avez un fonctionnement bis qui est le fonctionnement réel, que les personnes d'ailleurs appellent le système. Ils savent très bien comment ça se passe, ils savent très bien à chaque niveau comment il faut faire avec ça, et qui est en réalité une paralysie totale de toute une société. Voilà, donc c'est ce qui nous menace ? C'est ce qui menace, à mon avis, toutes les sociétés qui refusent de voir ou d'avoir en tout cas une lucidité sur l'étendue réelle de la corruption et les moyens de la combattre. On va parler de cette lucidité. Antoine Garapon, je voudrais vous interroger sur un peu un autre domaine quand même. Est-ce que finalement la corruption n'est pas un avatar de la cité au sens république, une sorte de mal incontournable? C'est-à-dire qu'à partir du moment où on cherche le bien commun et où on le met surtout dans les mains de tous, finalement, est-ce qu'on n'est pas devant le fils indigne de la démocratie ? Le fils indigne, je ne sais pas, devant une figure du mal politique. C'est très intéressant de voir que cette figure a obsédé les philosophes jusqu'à Montesquieu, qui en parle énormément. Machiavel en parle énormément. C'est leur grande question. Et puis, elle est évacuée par la démocratie. La conquête des droits, la conquête des libertés fait rêver à un monde dans lequel la question de la corruption disparaîtrait à cause de la liberté. Et ce n'est pas du tout ce qu'on voit, malheureusement. Ce qu'on voit, c'est que cette question de la corruption revient. Alors, oui, bien sûr, elle est consubstantielle comme la finitude et le trait même de notre condition humaine. Dans ce sens-là, on n'éradiquera jamais, j'aime pas le mot éradiquer d'ailleurs, jamais la corruption. Mais on peut la combattre. Il y a une merveilleuse définition de Justinien de ce qu'est la justice. Il y a la justice, c'est le désir obstiné et constant de rendre à chacun le sien. Eh bien, c'est une très belle définition. C'est une définition qui montre que finalement, la justice est quelque chose de subjectif. C'est notre engagement pour la justice. Et ce qu'on peut dire de la corruption, c'est qu'elle nécessite plus que jamais notre engagement pour lutter contre. Antoine Peillon, on va continuer sur ce terrain.
la corruption, c'est un mal ancré dans l'homme, c'est presque une faiblesse congénitale, c'est le péché originel finalement. On ne peut pas y échapper. C'est une tendance de l'homme. Certains pourraient vous dire que c'est une tendance naturelle dans le sens où la bête dans l'homme a cette tendance à la prédation, à cette tendance, les anthropologues se sont penchés sur le sujet, à cette tendance au vol, à cette tendance, et que c'est bien justement la cité, mais à la condition que ce soit la cité des citoyens vertueux, des citoyens en citoyenneté, qui peut lutter contre cette tendance naturelle. Aristote, Antoine Garapon citait les philosophes, il a absolument raison, c'est une obsession de la philosophie politique depuis l'Antiquité grecque. Platon, Aristote est vraiment un très grand penseur de ça. Il dit la démocratie, très bien, c'est ce que je préfère, à une condition, c'est que le peuple soit citoyen, vertueux et éduqué. Éclairé donc. Éclairé. Il faut tous ces efforts-là, et qui sont des efforts collectifs, pour que la démocratie ne vire pas à la pire des tyrannies. L'anarchie, le chacun pour soi, la liberté au sens où l'entendent les libertariens, c'est-à-dire l'exonération de toute loi. Parce qu'Antoine Pillon, quand on vous écoute, c'est ce qu'on voit justement dans le monde d'aujourd'hui. Et on a plutôt l'impression que la démocratie est un bon système pour occulter les choses, justement. On dilue la question. Non, c'est le meilleur système du monde, et c'est le meilleur système de l'histoire, quand la démocratie est vivante, quand elle est loyale au sens loyauté des citoyens entre eux, et loi par-dessus eux, pour justement guider cette loyauté. Et c'est ce que dit constamment toute la philosophie politique aussi, c'est ce que disent les prophètes dès le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ce qui veut donc dire que la République a comme responsabilité d'éclairer aussi le citoyen et pas seulement de lui donner une part de souveraineté. C'est une responsabilité partagée. Ce qu'on constate aujourd'hui en Inde, par exemple, à IP Bribe, il y a des associations extraordinaires qui luttent beaucoup aux États-Unis. Et je dois dire que Internet et les associations de vigilance, aussi bien aux États-Unis qu'en Angleterre que chez nous, jouent un rôle déterminant. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas laisser les politiques à eux-mêmes. Voilà. Alors justement, Adrien Roux, vous citiez Montesquieu, vous en parliez aussi à l'instant, Antoine Garapon, qui donc a du pouvoir et tenté d'en abuser. C'est donc inhérent au pouvoir, la corruption, en tout cas c'est quelque chose qui est assez automatique. Est-ce qu'on pourrait dire que les politiques, les hommes de pouvoir, les politiques mais aussi les chefs d'entreprise, pourquoi pas, doivent être plus vertueux que la moyenne ? Est-ce que c'est finalement un critère pour être un homme politique, il faut être vertueux, presque un saint ? Oui, alors, pour répondre à cette question, moi j'ai tendance à dire que finalement, si on y regarde bien, démocratie et corruption sont les deux faces d'une même médaille. Non pas que... c'est rassurant. Alors, non pas qu'elles doivent forcément exister, cohabiter ensemble, mais là où on approfondit la démocratie, on réduit la corruption, et là où la corruption s'étend, elle amenuise et diminue la démocratie. Et ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que, si vous voulez, effectivement, là où il y a du pouvoir, il y a un risque de corruption qui existe par nature, qui est plus grand qu'ailleurs. Ouais. Et vous allez avoir une tendance naturelle des gouvernants ou ceux qui sont en situation d'exercer ce pouvoir de se corrompre. Par rapport à ça, il ne faut pas attendre à ce qu'ils soient plus vertueux que la moyenne. Il faut s'attendre à ce que les institutions servent de garantie à éviter les abus de pouvoir. Alors on va en parler de ça parce que les institutions, est-ce qu'elles ont les moyens ? Il faut trouver le remède dans les hommes, il faut trouver le remède dans les institutions. C'est ça qui est intéressant en matière de lutte contre la corruption. Justement, Antoine Garapon, on va parler des hommes, des acteurs de la corruption. Je voudrais qu'on commence à un peu les évoquer. Ils sont à tous les étages de la cité, ces acteurs, les entrepreneurs, les élus, les commerçants, le simple citoyen. Par exemple, est-ce que le travail au noir, c'est une forme de corruption ? Faire travailler quelqu'un au noir, plutôt. C'est une infraction. C'est une infraction. À ce moment-là, il ne faut pas trop étendre la notion parce que tout devient corruption. Je voudrais qu'on revienne un peu sur notre situation française. Ce qui caractérise la France, on a un fonctionnement très particulier en France. On a un fonctionnement particulier et il y a un sociologue américain qui a eu une expression que je trouve excellente. Il dit « La France, ça fonctionne par communauté délinquante ». C'est-à-dire, par communauté délinquante, c'est-à-dire des gens qui préfèrent garder l'amour de leur père
plutôt que de respecter la loi. Et c'est vrai de la CGT à l'inspection des finances, si vous me permettez ce raccourci. De leur père PAIR. Hein. De leur père PAIRS. Et donc, et c'est comme ça qu'on fonctionne, avec un manque de transparence qui est lié à la forme même du pouvoir en France, qui est un pouvoir qui reste organisé. Une sorte de collusion, finalement. De collusion sous forme d'une cour. Il faut être bien avec le chef en France. Voilà. Et c'est une des nos faiblesses. Et je crois qu'il faut être capable de regarder en face cette faiblesse et qui fait que, alors, chaque pays a ses propres problèmes, mais ce soir, c'est ceux de la France qui nous intéressent. Il me semble que cette curialisation du pouvoir, ces communautés délinquantes, cette opacité des élites qui ne veulent pas parler, qui ne se sentent pas responsables de dire, d'exposer ce qu'ils font, me semble être un mal spécifiquement français que l'on paye cash aujourd'hui, comme on dit, parce que je ne sais pas si la France est plus corrompue qu'un autre pays, et je ne veux pas alimenter cette sorte de, comment dirais-je, de tirer sur les élites ou sur les politiques, mais ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas assez les moyens de faire la discrimination entre ceux qui sont corrompus et de les congédier, et ceux qui ne le sont pas. Antoine Peillon, vous dites, dans le bandeau de votre livre, nous sommes tous responsables. Si on entend Antoine Garapon, il y en a quand même des plus responsables que d'autres. Je voudrais poursuivre un peu quelque chose que je trouve essentiel dans ce qu'il dit. C'est le régime politique français, c'est notre république régalienne, qui a été taillée sur mesure pour un homme exceptionnel, le général de Gaulle, mais qui, quand on est historien, c'est absolument frappant, est le décalque du régime Louis XIV. On retrouve à la tête de l'État le fisc tout-puissant. On retrouve l'intérieur, la police toute puissante. Et on retrouve le pouvoir concentré, et c'est la vérité, en un seul homme. Quelqu'un qui a des pouvoirs exorbitants par rapport à toutes les autres démocraties. Mais aussi avec des corporatismes occultes. En cascade, le pouvoir de servir ceux qui vous servent en retour. Et c'est pour ça que nous avons en France une corruption très particulière, qui est très douloureuse, parce qu'elle est aussi souvent la corruption de la fonction publique. On dit les fonctionnaires non jamais. Bien sûr, la très grande masse des fonctionnaires non. Dans la haute administration, et notamment là où le pouvoir est le plus fort, dans le fisc et dans la police, nous avons des vrais problèmes de corruption, de conflit d'intérêts. La définition judiciaire est trop étroite, bien sûr. Et ça, c'est exactement ce qui a été vu par des grands philosophes aussi de l'époque, dès le XVIe siècle, dans la mise en place de ce qu'on appelle l'absolutisme dans notre pays. Nous sommes encore en régime quelque part absolutiste, et comme tous les régimes qui ont un spectre de tyrannie, la corruption est considérable. Et qu'est-ce qui entretient ce régime? C'est le suffrage universel? C'est quoi? Qu'est-ce qui fait que Antoine Garapon? On va prendre un exemple pour aller abonder dans ce que vient de dire Antoine, qui est très récent. Vous l'avez lu comme moi dans le journal Le Monde. Le regretté PDG d'Areva déclare, avant de mourir d'ailleurs, et y a-t-il un lien, les comptes étaient falsifiés de 2 milliards. C'est pas une broutille. Les comptes d'Areva, entreprise publique, participation très majoritaire de l'État, étaient faux à hauteur de 2 milliards. Mais il y a des auditeurs, il y a des comptables, il y a la Cour des comptes, il y a des inspecteurs des finances. Les comptes sont passés entre 15 mains et ils étaient faux. Et voilà. Alors pour moi, la corruption ne doit pas se limiter à des gens qui ont une intention mauvaise. Il faut aussi regarder, et je parle de la France, parce que ça, c'est français. Donc il y a des structures de corruption. Des structures qui ne fonctionnent pas. On respecte le chef, on respecte cette forme, encore une fois, très aristocratique de pouvoir. Et là où, quand les verrous devraient fonctionner, ils ne fonctionnent pas. Parce que quoi, on a des corporations, des castes, des loges, par exemple, Antoine La Peillon. justice, regardez comment les parquets... Oui. La justice aussi est corrompue. Elle n'est pas corrompue, elle est non indépendante. Elle est soumise à l'exécutif. C'est le ministère de la Justice qui va faire... Antoine Garapon est magistrat, il y en a d'autres ici dans la salle. Nous avons en France un modèle de justice qui est exactement un modèle de cour. Et ça a à voir avec la corruption, parce que quand vous êtes président de la République, ancien candidat à une présidentielle, évidemment, et que vous avez bénéficié de financements totalement illégaux, et que, eh bien, il faut qu'un procureur fasse ouvrir une enquête par des juges d'instruction.
et que ces procureurs ne le font pas, que ces procureurs ou procureurs généraux sont nommés par le pouvoir qui a des choses à se reprocher, le résultat est garanti et nous en avons eu le spectacle constamment. C'est une forme de corruption. C'est allé, vous le savez, jusqu'à des juges qui ont été animés par... c'est encore Nicolas Sarkozy, veuillez m'excuser. Il prend cher ce soir quand même. Il prend cher, mais il faut dire que nous avons tous payé chèrement, sûrement mais aussi. Quel est le ressort de ça? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à régler ça? Ces juges ont été achetés pour des carrières, par exemple à Monaco, de façon à se renseigner sur le travail d'autres juges. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à régler ça, alors que les médias, et vous êtes bien placés pour en parler, Antoine Peillon, sont de plus en plus présents sur ces questions-là, que les choses sortent de plus en plus? Adrien Roux, vous allez nous en parler. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça continue à bloquer? Quels sont ces corporatistes? Est-ce qu'on peut au moins les nommer? On sait où ça bloque? On sait où sont ces groupes occultes qui font que ça bloque? Oui. Adrien Roux. Si je peux dire un élément par rapport à ça, mais moi je suis en plein accord avec ce qui a été dit sur effectivement cette concentration du pouvoir qui accroît le risque de corruption. Plus vous avez une concentration du pouvoir, plus le risque de corruption logiquement augmente. Et par rapport à ça, quand on étudie le droit comme c'est mon cas, on est assez fasciné, notamment en comparant à ce qui existe dans d'autres pays européens, par le niveau de protection qui entoure le titulaire de l'exercice du pouvoir. Et là, se produit quelque chose d'assez étonnant. C'est-à-dire que là où vous avez un plus grand pouvoir, vous devriez avoir logiquement une plus grande responsabilité. Et donc des possibilités de mettre en jeu cette responsabilité, y compris judiciairement. Et en fait, il se produit à peu près l'inverse, c'est-à-dire que là où vous augmentez dans l'échelle du pouvoir, au plus vous augmentez dans l'échelle du pouvoir, au plus vous avez des nombres de protections qui viennent renforcer votre exercice du pouvoir. 3 dispositifs concrets tout de suite, et ils sont considérables. Le secret défense. Le secret défense couvre toutes les affaires financières. Quand j'ai travaillé sur UBS, la banque UBS, tout ce que produisaient les sources internes et qui était d'abord destiné en fait au renseignement, toute la communauté du renseignement, est estampillé secret défense. Et les juges d'instruction aujourd'hui qui traitent l'affaire UBS butent pour la moitié de leur information judiciaire sur le secret défense qui leur interdit de faire ça. Le verrou de Bercy, commission des infractions fiscales, commission administrative, qui est en gros aujourd'hui encore la seule à pouvoir déclencher des enquêtes judiciaires sur les plus grosses, sur toutes les affaires d'infractions fiscales, y compris les pires, de plusieurs milliards d'euros. 3e dispositif, et j'en finis là, la Cour de justice de la République. Quand vous êtes ministre et que vous êtes un corrompu notoire et qu'une information judiciaire est déclenchée, elle passera par la case Cour de justice de la République, qui est composée pour moitié de magistrats professionnels et pour moitié d'élus, de députés. Alors, j'ai envie de vous demander, est-ce que ça marche ailleurs? Est-ce que, je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple, c'est moins verrouillé, c'est moins protégé? Antoine Garapon. Aux États-Unis, quand on est pris la main dans le sac, on paye et on paye cash. C'est-à-dire que, oui, c'est le cas de dire. Le conseiller de Bush a pris 6 ans ferme, mais aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il fera 6 ans, il n'aura pas une réduction d'une seule journée. C'est-à-dire qu'il y a une règle du jeu qui est claire. Quand on est pris, eh bien, la règle s'applique. La Cour de justice de la République, c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. Et pour avoir des détails de la manière dont cette Cour statue, en se moquant délibérément des juges, c'est une plaisanterie. Et là où nous sommes tous responsables, c'est que nous acceptons cette plaisanterie. Et là, je crois qu'il y a effectivement une responsabilité partagée. Il y a des barons, je ne veux pas donner de nom par Antoine Peillon, on donne, vous pouvez en donner si vous voulez, il n'y a pas de problème. Je pense à Charles Pasqua, pour ne pas le nommer. Charles Pasqua est passé à travers toutes les mailles du filet, où on pourrait dire la même chose de Guérini d'ailleurs, c'est la même chose, mais peut-être à une échelle moindre, est passé. Et finalement, ça fait sourire les Français. Oui, c'est ça. Ils sont bien sortis, ça nous fait une sorte de bienveillance presque en fait. Une sorte de bienveillance qui se paye électoralement d'ailleurs, parce que je crois que nous avons fait collectivement un mauvais choix. Nous avons fait le choix de ne pas sanctionner la corruption par défiance à l'égard des juges, par une sorte d'antijuridisme qui caractérise la culture française. Et les hommes politiques préfèrent qu'il y ait un scandale de temps en temps, mais que les juges ne se mêlent pas de ces affaires-là. Et je pense que c'est un mauvais choix. Je pense qu'il faut faire le choix inverse, qu'aujourd'hui, pour la sauvegarde même de la classe politique,
Et pour la confiance dans nos institutions politiques, nous avons besoin d'avoir une justice efficace qui en sanctionne quelques-uns, et ces quelques-uns seront le prix de l'innocence des autres. Mais alors, Jean-Antoine Garapon, la justice est-elle équipée aujourd'hui pour ça ? Absolument pas équipée. Elle n'est pas équipée parce qu'il y a le verrou de Bercy, elle n'est pas équipée parce qu'il y a elle n'est pas indépendante, on a bien compris aussi. Alors, les magistrats du parquet ne sont pas indépendants. Et il est certain qu'aujourd'hui, si le parquet financier, pas le parquet financier, le pôle financier fait son travail, mais si on prend l'affaire Pasqua, les filtres, les pressions, le temps a fini par réduire considérablement un dossier qui arrive en peau de chagrin et qui ensuite est acquitté dans sa très grande partie par la Cour de justice de la République. Et donc, si vous voulez, la justice, pour l'instant, n'a pas les moyens et n'a pas la culture qui sous-tend et qui leur permettrait d'avoir un véritable parquet anticorruption. La solution, elle n'est pas très compliquée. Il faut avoir un parquet anticorruption indépendant qui est donc pas nommé par l'exécutif déjà. Aussi, mais il peut être nommé par une majorité qualifiée des deux chambres pour une durée déterminée. Il a une brigade de police sous ses ordres et il mène des enquêtes. C'est pas compliqué. Il n'y a pas de verrou de Bercy, il n'y a pas de Cour de justice de la République, il n'y a pas de parquet spécial qui sont en fait des rideaux de fumée. Et ce qui est terrible, c'est que je pense qu'aujourd'hui, il est temps de lever ces faux semblants, de les dénoncer pour avoir une justice qui fonctionne. Sauf qu'aucun politique ne présentera ça dans un programme parce que personne n'y a intérêt finalement personnellement. Mais Antoine Peillon. Mais tous y perdent collectivement. Les faits d'aujourd'hui, c'est que le budget 2015 entraîne la disparition de 400 postes de contrôleurs du fisc et surtout de douaniers. Dans le milieu judiciaire, milieu policier, milieu des juges d'instruction, on sait qu'on traite un juge d'instruction du pôle financier du tribunal de grande instance de Paris, traite une vingtaine de dossiers majeurs à ramification internationale et qu'ils n'en peuvent plus, voire plus. Adrien, et qu'ils n'ont en subordination aucun policier, puisque ces policiers sont en subordination du ministère de l'Intérieur, et que de toute façon, pour les policiers compétents, brigades financières et autres, leurs pouvoirs sont extrêmement limités, qu'ils sont de moins en moins nombreux, que leurs équipements font rire jaune l'ensemble des enquêteurs internationaux. Bref, que les commissions rogatoires n'aboutissent à rien, que les sociétés écrans ne sont même pas à l'ordre du jour de l'Europe, que ce sont donc des nains. Fabrice Arfi, mon confrère, dit « Voilà, nous allons ouvrir le coffre-fort avec un plumeau ». C'est ça l'image qui circule dans les milieux de la police et de la justice. C'est que les moyens de l'appareil judiciaire sont de l'ordre de la plume face à des coffres-forts. Adrien, vous venez d'évoquer, Antoine Peillon, la question, enfin, sur le plan européen. Vous travaillez la question sur le plan européen. Je voudrais juste que vous nous donniez cet éclairage-là. Est-ce qu'on peut penser que la lutte contre la corruption, elle est aussi à ce niveau-là ? Le tribunal international, par exemple, qui a été mis en place il y a une quinzaine d'années, de lutte contre la corruption, ça fonctionne ? C'est-à-dire qu'est-ce que c'est bien de se mettre à ce niveau supranational, finalement ? Alors, déjà, pour commencer, il faut quand même dire qu'il n'y a pas de niveau supranational pour lutter contre la corruption. Déjà, j'ai tout faux, donc déjà, ça commence bien. On est bien confronté à un problème, mais la question est fondamentale, en effet, puisque vous avez des ramifications internationales et une forme de mondialisation de la corruption, y compris de la corruption purement locale. C'est-à-dire quand vous avez des corrupteurs qui veulent corrompre au niveau purement local, à des fins strictement locales, ils vont emprunter des circuits internationaux. Donc c'est les sociétés écrans, c'est de l'argent facilité en plus par la mondialisation, de la communication, etc. Et ce qui a été absolument facilité par la mondialisation. Donc on a un problème qui va se poser de plus en plus d'emblée à un niveau international, voire au niveau mondial. Mais on n'a pas les moyens d'y répondre à ce niveau-là. Alors il y a des tentatives qui sont intéressantes. Et là, d'un point de vue de l'Union européenne, moi je contribue à cette initiative qui a été mise en œuvre assez récemment, ce rapport anticorruption de l'Union européenne, dont le premier est paru cette année, et qui n'a pas fait beaucoup parler de lui, malheureusement, mais qui pointait quand même un certain nombre de problèmes en France, et notamment, puisque ça a été dit, c'est la question de l'indépendance de la justice. Pour moi, ça a été absolument central. Il fallait axer la question là-dessus. Mais l'Union européenne, par exemple, qui est confrontée aussi à une autre question, alors c'est une autre problématique, mais qui, lorsqu'elle veut mettre en place des nouveaux outils, doit composer avec les volontés des États qui sont très réticents
notamment dans le domaine judiciaire, à céder un pouce, le moindre terrain de souveraineté. L'exemple intéressant par rapport à ça, c'est le procureur européen qui était en projet dans le traité de Lisbonne. Vous avez un article qui le prévoit, à condition que les États se mettent d'accord à une majorité suffisante, et qui n'a toujours pas vu le jour. Donc on a un blocage. Il n'est même pas né d'ailleurs. Il n'est toujours pas né, c'est-à-dire qu'il est prévu, il est envisagé depuis des décennies, oui. Mais il n'est toujours pas né, tout simplement parce que, et même sur un champ très restreint, c'est-à-dire qu'au début, il s'agirait de créer ce procureur financier, entre guillemets, européen, uniquement sur les aspects de détournement de fonds liés à des fonds communautaires, donc des atteintes aux intérêts financiers des communautés. Mais simplement sur ça, vous avez les États qui bloquent, un grand nombre d'États et de grandes démocraties, notamment continentales, qui bloquent parce que l'étape d'après, ils le comprennent bien, c'est que ce procureur puisse enquêter sans la dépendance hiérarchique avec les États sur des questions, par exemple, de corruption. Par exemple, je voudrais quand même vous poser cette question. D'où va venir la solution? C'est-à-dire qu'en vous écoutant, on se dit la structure tient les hommes tiennent la structure. On est quand même un peu déprimé. Est-ce que vous voyez, Antoine Peillon, non, vous, ça a l'air d'aller, est-ce que vous voyez quand même poindre, je ne sais pas, une génération dans ces partis politiques que vous avez cités, par Paradoxalement, moi, je suis très optimiste. Bon, oui, c'est assez paradoxal, oui, je vous le confirme. Oui, parce que autant une certaine oligarchie se vautre et d'une façon de plus en plus intensive et dangereuse même, dans la corruption, autant le corps social en général, les citoyens, notamment la jeunesse, première chose, comprend ce qui se passe. Mieux qu'avant. Mieux qu'avant. Grâce aux médias. Refuse le tabou sur le sujet. Ne considère pas que ce sont de basses affaires et que... Deuxième chose, et c'est encore plus important, ne pratique pas cette corruption, la refuse dans la pratique. Toutes nos sources, les lanceurs d'alerte, regardez la moyenne d'âge. On est en moyenne à 40 ans. Des femmes, des hommes. Et puis, la conscience publique, l'esprit public. Et je crois que ce soir, ça en est encore un témoignage, mais moi, c'est vrai que maintenant, ça fait 3-4 ans que sur évasion fiscale, corruption, et nous avons la même expérience les uns et les autres, il y a une demande d'information du public, il y a une grande conscience précise du public. Est-ce que c'est parce qu'on en parle plus? Et surtout, il y a une exigence morale. C'est-à-dire que le public a compris que ces affaires qui pourraient être des affaires dites de police concernent en fait la politique, concernent la morale et la politique. C'est ce que Antoine Garapon disait tout à l'heure, et puis les activités civiques d'un universitaire comme Adrien le montrent aussi. Aujourd'hui, le civisme est à l'ordre du jour. Pourquoi ? Ça va avec l'écologie, le développement durable et la RSE? Ça va, oui. Ça va avec la pauvreté aussi. C'est-à-dire que la vie crise est de plus en plus dure pour nos concitoyens. La vie est de plus en plus dure pour nos concitoyens. Et je pense qu'il y a une sensibilité beaucoup plus grande à ceux qui s'enrichissent par la politique. Un sentiment d'injustice, oui. Un sentiment d'injustice. Mais il y a un autre élément. Oui, Antoine Peillon, alors. Parce que mon optimisme, il est sur le fait que je pense aussi qu'il y a un mouvement de civilisation. On est dans une mondialisation qui n'est pas que la mondialisation financière. Nos jeunes connaissent les jeunes d'Asie, les jeunes d'Afrique. C'est ça, oui. Ils sont en rapport d'humanité avec eux. Deuxième chose, dans notre propre société, la mixité est un facteur considérable. Moi, j'en suis le témoin. Je suis d'une génération qui ne l'a pas connue. Et je vois bien que dans la dénonciation de la corruption, le fait qu'il y ait des femmes avec les hommes, avec leur sensibilité particulière, avec leur refus plus naturel de tout ce qui est corrompu, parce que la corruption, c'est une prédation. Mixité sexuelle, mais aussi sociale, presque, on pourrait dire aussi. Non ? La mixité sociale, des ouvertures, disons, civilisationnelles que nous connaissons. En réalité, l'évaporation des racismes les plus fondamentaux. Plein de facteurs culturels profonds de la civilisation mondiale font que, aujourd'hui, la citoyenneté est à l'ordre du jour. Merci de nous rassurer, parce que j'ai commencé à avoir... Mais nous en sommes, je pense, nous le recevons. Antoine Garapon. Alors, je crois qu'il y a un autre phénomène aussi, c'est celui de la mondialisation économique. C'est ça qui est intéressant. C'est un phénomène ambigu, parce qu'il n'est pas que prédateur. Il peut aussi être protecteur. Je pense aux rapports de l'OCDE, qui sont, entre parenthèses, féroces pour la France. Parce qu'ils montrent qu'il ne se passe rien en France. Alors, aujourd'hui, on est dans une période de transition qui est très, très nouvelle.
la preuve de la corruption n'est plus détenue par le public, la preuve, elle est détenue par le privé. Elle est dans toutes ces traces informatiques qu'on laisse. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on est corrigé par nos voisins. On est corrigé par la politique américaine qui dénonce la corruption, par la pression aujourd'hui qui fait sur les marchés. Pour vous donner un exemple, j'assistais à une réunion qu'on avait organisée avec des grandes entreprises, des diplomates et le Trésor. Et des entreprises françaises se voient écartées de marchés extrêmement importants. Parce qu'on leur dit, vous réclamez la protection de la loi française. La loi française est bidon, maintenant tout le monde le sait. Donc, vous ne ferez pas de garantie pour ce marché. Donc, vous êtes écarté. C'est le marché d'équipementiers pétroliers qui porte sur des dizaines, des centaines de millions et donc de l'emploi conséquent en France. Donc, ça devient... Et l'affaire, alors c'est pas l'affaire BNP, mais l'affaire Siemens, on a des affaires retentissantes en Europe dans lesquelles il y a aujourd'hui une pression des marchés pour être plus vertueux. Ça paraît paradoxal, mais ça fonctionne. Et donc, il me semble qu'il faut prendre cette question de manière moderne, contemporaine. Je pense par exemple à cette capacité que la loi française devrait permettre de venir se dénoncer soi-même, d'un statut de collaborant pour des sociétés qui ont par exemple racheté une société qui s'avère être une société pourrie, la capacité d'avoir des transactions, bref, des moyens modernes à l'échelle du monde qui permettent de lutter efficacement contre toutes les formes de corruption qui ne sont pas exclusivement publiques, qui sont aussi des formes de corruption dans le commerce international. Antoine Garapon, vous me donnez l'occasion d'être un peu provocateur. On a envie de vous demander aussi s'il n'y a pas quelquefois une bonne corruption. C'est-à-dire, après tout, si cette corruption permet de préserver des emplois ou d'en créer, je ne sais pas, faites-vous des amis avec l'argent facile, par exemple. C'est ce qu'on pensait dans les années 70. Il y a Mon idée est vieillotte, alors. Ça a été une école de pensée par Frédéric, etc. Et qui, je crois, aujourd'hui ne tient pas du tout la route. On se rend compte qu'au contraire, la corruption empêche d'avoir un retour de la réalité. C'est très intéressant ce qui s'est l'affaire Siemens, qui était une affaire de corruption monumentale au niveau mondial. Siemens paye très cher et bref, se réforme de fond en comble et découvre que la corruption l'avait rendue moins performante. Donc, aussi bien du côté des corrupteurs... Mais pas à court terme, quand même. Enfin, que des victimes. Ce qui est certain, c'est que ça rend les services publics plus inefficaces. Les constructions, on en voit les conséquences tous les jours. Elles sont multiples et cette thèse fonctionnaliste est aujourd'hui totalement... disqualifié. Ça, c'est fait. Adrien Roux, vous vouliez réagir? Par rapport à cette thèse fonctionnaliste, ce qui est intéressant, c'est l'exemple aussi, le positionnement de la Banque mondiale dans l'histoire. C'est-à-dire que vous avez d'abord eu, de la part de cette grande organisation internationale, qui est le principal financeur du développement, une position qui consistait à dire tout ça relève des affaires intérieures des États politiques, nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus, d'autant plus qu'il existe un dissensus scientifique sur le sujet, certains considérant que ça fait partie d'un processus de développement. Et face à, quand même, les faits sont un peu tenaces, et donc face à la résistance, justement, en quelque sorte, des pays à leur politique vertueuse de développement, vous avez eu une succession d'études qui ont été menées sur ce sujet-là et qui ont montré toutes les unes après les autres que vous avez une relation très nette entre le niveau de corruption d'un pays et, en fait, ça fait la faiblesse de son développement et l'absence de son développement. Donc, désormais, c'est tout à fait clair et étayé sur le plan international. Au plus la corruption est importante, au moins le pays a des chances de se développer efficacement. Et il n'y a pas que ça. Un petit mot sur transparency, peut-être, Antoine Payon, juste quand même. Sur ce qu'on a vu aujourd'hui sur la carte, par exemple. Les PNB se portent beaucoup mieux quand il n'y a pas... se portent beaucoup mieux quand il n'y a pas de corruption. Les pays nordiques, l'Europe le montre. Et les mesures de bonheur, parce que ça existe et de plus en plus, les peuples heureux sont les peuples dans lesquels cette corruption n'existe pas. La corruption est réellement une charge, y compris une charge morale épouvantable. Et sans doute les taux de suicide peuvent aussi être indexés sur ce niveau de corruption. Il nous reste quelques minutes. Je voudrais que vous concluiez vous-même cette émission. Antoine Payon, vous avez la parole. Je voudrais que vous me disiez, selon vous, vous avez déjà commencé à répondre, la cité, au sens large du mot, tendanciellement, elle se dirige vers plus de probité? Oui, j'en suis convaincu. Je suis convaincu d'ailleurs que les grandes associations, Anticor, Transparency, l'appel que nous avons lancé ensemble, Antoine Garapon a été présent au Théâtre de la Ville en octobre avec des personnalités du monde universitaire, intellectuel, mais aussi des policiers, des magistrats, montre que
la mobilisation citoyenne est vraiment commencée et qu'elle est d'aujourd'hui très profonde. Et ça ne peut se fonder que sur ça. Une cité sans citoyens, ça n'existe pas. Or, nous avons une cité qui est très malade, qui, évidemment, politiquement, est dans le désarroi, mais qui est en train de retrouver quelque chose de fondamental, c'est la citoyenneté des citoyens. Moi, j'en suis convaincu, je pense en être le témoin. Adrien Roux, vous en êtes convaincu aussi? Moi, je suis un peu entièrement de d'accord. la génération qui vient, vous. Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Moi, je pense effectivement la corruption est une maladie de la démocratie et ne pourra fonctionner que si on arrive à approfondir cette démocratie. Et on a discuté autour de cette table de ces moyens, notamment par rapport à l'indépendance de la justice. On a des solutions concrètes qui pourraient être efficaces, qui pourraient créer ce sursaut démocratique dont on a besoin et qui sont connues de tous. Comment ça marche? On peut très bien le faire demain pour entraîner une plus grande et une plus efficace lutte contre la corruption. Il faut organiser les tribunes, par exemple, pour une association comme la vôtre. Anticor doit être plus écoutée, en Transparency, avoir plus de place. Ça passe évidemment par le débat public. Il faut que ce débat puisse être porté partout dans la société. Mais moi, je pense que la solution, effectivement, est en chacun de nous. Et il faut bien comprendre que chacun peut apporter quelque chose à cette lutte contre la corruption. Et c'est ce qu'essaie aussi de faire et de transmettre ces associations comme Anticor, comme Transparency, de mobiliser les citoyens. La prise de conscience partira de là et il faut commencer par... Et dire que la solution est en chacun de nous, c'est plus entendu, selon vous, à votre génération, qui est beaucoup plus jeune que nous, qu'à la génération, à notre génération, à nous, les quadra-quinquins. Nous avons la jeunesse de nos jeunes. Qu'on mérite. Ils nous font évoluer. Ils nous éclairent. Et je pense que ce n'est pas une question d'âge. Il y a une jeunesse de notre société. Qui pousse vers cette probité. Antoine Garapon, sur cette question de l'évolution de la cité, vous êtes optimiste, espérant? Optimiste parce que d'abord je crois que la conscience libère, et prendre conscience de ce phénomène nous libère tous. Il n'y a pas de fatalité culturelle, on peut s'en sortir, mais à condition de regarder le problème en face et de regarder qui nous sommes. Et puis enfin, je reviens à cette question de la diversité. Travaillant sur la corruption, je suis frappé de beaucoup de gens qui viennent en France après avoir connu, venant des pays africains, d'Europe. Ils nous disent, mais vous ne soupçonnez pas le bonheur de vivre dans un pays où on n'est pas racketté par les policiers. J'ai un membre de mon équipe qui est d'origine égyptienne, qui a assisté à une manifestation en voyant les policiers qui remplissant leur rôle de maintien de l'ordre. Ils n'en revenaient pas. Et donc, il me semble... De leur gentillesse du fait qu'ils protégeaient la manifestation. Et qu'ils n'étaient pas... Ils ne profitaient pas pour réclamer de l'argent des prébendes, etc. Bref, qui est le quotidien de nombreux pays. Donc je crois que oui, je suis optimiste. Je suis optimiste, mais à condition que nous, j'insiste là-dessus, que nous regardions en face et que nous cessions ces petites compromissions qui me semblent détruire l'essence même de la République. Eh bien, ce sera le mot de la fin, la République. Merci beaucoup, Antoine Garapon. Merci, Adrien Roux. Merci, Antoine Peillon. Et à la semaine prochaine avec Ariane Varlin. Merci.